Bien, pardonnez mon démarrage tardif. Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi Monsieur Jean-Yves Frouin. Bienvenue à vous, grand expert du droit du travail, en contribuant à faire évoluer la jurisprudence en tant que magistrat et plus particulièrement comme ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation entre 2014 et 2018. Monsieur Frouin, nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui car vous avez notamment été chargé par l'ancien Premier ministre d'une mission à l'effet de formuler, avec l'assistance d'un groupe d'experts, des propositions concernant les travailleurs des plateformes numériques en matière de statut, de dialogue social et de droits sociaux. Cette mission a donné lieu à un rapport publié en décembre 2020 et intitulé « Réguler les plateformes numériques du travail ». Ce rapport et les propositions qui l'accompagnent intéressent tout particulièrement notre commission d'enquête sur les révélations des Uber Files, qui poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre les décideurs publics et les représentants d'intérêts. Et d'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du modèle Uber, de l'ubérisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans ce cas, nous souhaiterions connaître votre point de vue sur les révélations des Uber Files et nous espérons que vous pourrez présenter votre rapport, son contexte, la composition du comité d'experts, vos hypothèses de travail et bien sûr vos principales recommandations et votre appréciation de la manière dont elles ont été mises en œuvre ou non. Nous avons déjà depuis plusieurs semaines maintenant beaucoup débattu de la question de l'application du droit du travail au sein de ces plateformes, du statut des livreurs, des chauffeurs, naturellement, de l'évolution de la jurisprudence et puis des débats qui animent certains de nos voisins ou du débat européen en cours avec la directive notamment de présomption de salariat. Bien qu'ayant quitté vos fonctions de magistrat et plus particulièrement la fonction de président de la Chambre sociale de la Cour de cassation depuis 2018, nous sommes intéressés aussi par votre appréciation de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les travailleurs des plateformes. Et cela nous permettra donc de compléter les informations déjà transmises par les différents représentants des professions que nous avons pu auditionner jusqu'alors. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Frouin, pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières interrogations, et puis après entamer l'échange sous forme de questions-réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vais vous inviter à activer votre micro, c'est déjà fait, à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Oui, alors, assez peu de choses en guise d'introduction. Ensuite, évidemment, je me livrerai au jeu des questions-réponses. Moi, personnellement, j'ai été saisi sur la base d'une disposition de la loi d'orientation des mobilités, une disposition qui était celle de l'article 48, qui énonçait qui habilitait plus exactement le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin, je cite, de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définies à l'article L7341-1 du Code du travail, recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L7342-1 du même Code, et les conditions d'exercice de cette représentation. Donc, la mission dont j'assurais la présidence avait pour objet de préparer les termes de cette ordonnance. Pourquoi préparer les termes de cette ordonnance ? J'imagine que c'est parce qu'il s'agissait pour les pouvoirs publics de mettre en place une possibilité de dialogue social à la manière de celui qui existe dans les entreprises, mais entre des entités indépendantes, c'est-à-dire des entreprises d'un côté et des travailleurs indépendants de l'autre. Et par voie de conséquence, la question se posait de savoir si on pouvait transposer purement et simplement ce qui existe en ce qui concerne le dialogue social dans les entreprises, ou s'il y avait un certain nombre d'adaptations, lesquelles qui étaient nécessaires à raison du statut particulier de ces travailleurs, qui sont des travailleurs indépendants, puisqu'il s'agissait de mettre en place un dialogue qui, a priori, n'existe pas au sein de nos institutions. Donc je crois que c'était ça, l'arrière-pensée, si j'ose dire, des pouvoirs publics, c'était de préparer le terrain de l'ordonnance, et c'est la mission qui m'était confiée
avec, autant que je me souvienne, 5 autres personnes, je ne sais plus si nous étions 6 ou 7, 6 autres personnes, des économistes, des spécialistes du numérique et par ailleurs un professeur des facultés de droit. Il se trouve que par rapport à l'intention initiale des pouvoirs publics et l'objet de la mission qui m'a été confiée, les choses ont évolué, ont connu un certain nombre de vicissitudes. Et en particulier, le 4 mars 2020, alors que j'exerçais cette mission depuis le mois de janvier, est intervenu l'arrêt Hubert de la Cour de cassation, qui est un arrêt à très forte publication, c'est-à-dire auquel la Cour de cassation a entendu donner un retentissement important, et qui avait pour objet de requalifier en contrat de travail le contrat de droit commun d'un chauffeur Uber, et avec une motivation de la Cour de cassation extrêmement forte, dont il pouvait sembler résulter que tous les travailleurs, ou presque tous les travailleurs des plateformes de mobilité, s'ils venaient à saisir le juge, pourraient voir requalifier leur contrat en contrat de travail. De telle sorte qu'après cet arrêt, les pouvoirs publics ont été ébranlés. Je rappelle par ailleurs qu'on est à ce moment-là en plein premier confinement, ce qui complique un petit peu les choses parce que les pouvoirs publics, ce qui est légitime, ont un peu la tête ailleurs à ce moment-là, puisqu'il y a d'autres contraintes au sein de la société. Mais le premier réflexe après l'arrêt Hubert, c'est, je crois, de la part des pouvoirs publics, c'est est-ce qu'on va pouvoir maintenir un statut de travailleur indépendant pour les travailleurs des plateformes compte tenu de cet arrêt Hubert. Et les services du Premier ministre de l'époque avaient même envisagé la création d'une seconde mission parallèle à la mienne qui aurait pour objet de réfléchir sur l'opportunité de la création d'un tiers statut entre le statut de travailleur indépendant, qui était celui des travailleurs des plateformes, et le statut de salarié, comme il en existe dans un certain nombre de pays voisins, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Allemagne notamment. Il y a donc eu une période de flottement, si j'ose dire, pendant 2 ou 3 mois, parce que moi, je me suis retourné vers les services du Premier ministre, et notamment le conseiller du Premier ministre, qui avait participé à la rédaction de la mission qui m'avait été confiée, pour savoir ce que l'on devait faire, nous, compte tenu de l'avènement d'une possible seconde mission, parce que je me disais, mais à ce moment-là, à quoi sert-on, nous? Est-ce qu'on doit continuer? Donc il y a eu une période où moi, je n'ai pas su trop quoi faire. On a mis, il se trouve que c'était le moment du confinement, donc ça ne posait pas pour nous de véritables problèmes. On a mis en sommeil un petit peu l'exécution de notre mission, jusqu'à ce que le 5 juin suivant, il soit décidé par les services du Premier ministre de modifier les termes de la mission qui m'avait été confiée, de conserver l'organisation du dialogue social et la préparation de l'ordonnance, puisque de toute façon la loi d'orientation des mobilités le prévoyait dans son article 48, mais d'y ajouter en premier, en quelque sorte, une réflexion sur le statut des travailleurs de plateforme, avec la question de savoir s'il pouvait être opportun de créer un tiers statut, et si ça n'était pas forcément opportun, de rechercher les voies et moyens de sécuriser le statut des travailleurs des plateformes dans la perspective d'un maintien de leur statut de travailleur indépendant. Là-dessus, la seconde mission était aussi claire que la première. L'idée, c'était de préserver le statut, de la part des pouvoirs publics, de préserver le statut de travailleur indépendant de ces travailleurs des plateformes. Donc, j'avais une nouvelle mission, en quelque sorte, la responsabilité d'une nouvelle mission, réfléchir sur le statut, réfléchir sur les voies et moyens de sécuriser les relations contractuelles entre plateformes et travailleurs des plateformes, le renforcement des droits sociaux des travailleurs des plateformes tout en leur préservant le statut de travailleur indépendant, c'est-à-dire l'idée d'essayer d'aligner leurs droits sociaux sur ceux des salariés et voir comment faire. Troisième objet de la mission,
le premier objet, c'est-à-dire le dialogue social, et on y avait ajouté un quatrième objet qui était celui de réfléchir pour l'avenir, mais pour un avenir plus lointain, à la possibilité de mettre en place un statut unique de l'actif, c'est-à-dire, c'est un vieux serpent de mer depuis une vingtaine d'années, l'idée de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les droits, en quelque sorte, qui sont ceux des salariés aujourd'hui, et les droits à venir des travailleurs indépendants soient à peu près alignés les uns sur les autres, plus exactement que ceux des travailleurs indépendants soient progressivement alignés sur ceux des travailleurs salariés, de manière à ce qu'on ait une sorte de statut unique de l'actif. Voilà quelle était ma nouvelle mission, dont je me suis acquitté autant que j'ai pu. À la suite de la modification de la mission, 3 membres ont été rajoutés à la composition du groupe d'experts qui m'assistait, une économiste, un juriste et un spécialiste du numérique. Et la mission a pris un peu de retard compte tenu de l'élargissement de son objet, et elle n'a rendu son rapport que le 2 décembre. Alors, si vous voulez, en substance, la mission s'est opposée, ou plus exactement, à estimer qu'il n'était pas opportun de créer un tiers-statut. Elle a suggéré une possibilité de sécuriser les relations contractuelles, mais tout en faisant valoir que la possibilité suggérée, qui est formalisée dans le rapport, n'aboutirait pas forcément à empêcher le juge de requalifier si la question lui était posée. Donc c'était une sécurisation toute relative qui était proposée. On s'est posé la question de savoir si il ne serait pas opportun de reconnaître le statut de salarié à l'ensemble des travailleurs des plateformes, mais dans la mesure où ça n'était pas l'esprit de la mission qui nous avait été confiée, on a considéré que ça pouvait présenter des avantages, mais que ce n'était pas la mission qui nous était confiée et manifestement la volonté des pouvoirs publics. Et in fine, on a recherché une solution qui pourrait être une sorte de moyen terme, de cote mal taillée, en suggérant, en proposant une solution dans laquelle les travailleurs des plateformes seraient les salariés d'un tiers employeur qui pourrait être soit une coopérative d'activité et d'emploi, soit une entreprise de portage salarial, tout en constatant que ces deux institutions étaient davantage, en l'état actuel des choses, des institutions de niche, et que pour que ça puisse marcher, il fallait une volonté des pouvoirs publics derrière. Et donc voilà, nous en sommes restés là par rapport à nos propositions. Par la suite, le rapport n'a pas été suivi du tout, puisque l'actuelle première ministre, qui était à l'époque ministre du Travail, a décidé de désigner une nouvelle mission qu'elle a appelée une task force pour préparer les termes de l'ordonnance. Et l'ordonnance a été prise en 2021, avril 2021, je crois, suivie d'une nouvelle ordonnance, puis d'un scrutin pour désigner les représentants des travailleurs des plateformes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. J'ai été un peu long, je m'en excuse. Pas du tout, c'est très clair. Et la task force à laquelle vous faites référence, c'est de M. Mettling, c'est ça? C'est la mission sous la présidence de Bruno Mettling, qui est revenu vers moi d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'ambiguïté entre nous. Moi, la ministre du Travail avait décidé de ne pas suivre les termes de mon rapport. Je veux dire, c'est la volonté des pouvoirs publics. Moi, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et par ailleurs, quand elle a désigné la task force, et comme je connaissais Bruno Mettling et s'est mis en rapport avec moi, on a échangé sur l'objet du rapport et notamment ce que j'avais proposé dans le chapitre sur le dialogue social. Et bon, voilà, ça m'avait complètement échappé, mais moi, je n'avais pas d'objection par rapport à cela. Merci beaucoup. Premier point de conclusion, donc, il ne vous paraissait pas opportun de créer un tiers-statut. Vous avez mentionné que c'était le cas peu ou prou dans un certain nombre de pays comme Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne. Je crois que c'est peut-être le cas d'ailleurs en Californie aussi maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous paraît manquer? Qu'est-ce qui vous paraît insatisfaisant
dans cette option du tiers-statut? Alors, il y avait un certain nombre de raisons qui nous paraissaient s'y opposer. Il y en a une toute bête, si j'ose dire, qui consiste en ceci, que les pouvoirs publics, en 2008, avaient déjà confié à ce moment-là à un DRH et à un universitaire une mission sur l'opportunité de la création d'un tiers-statut. Il s'agissait de Jean-Christophe Sibéras et de Paul-Henri Anton Mattei. Ils avaient, dans leur rapport, préconisé l'institution d'un tiers-statut, et les pouvoirs publics, à l'époque, n'avaient donné aucune suite à leur rapport. Semble-t-il parce que les partenaires sociaux y étaient fermement opposés. Donc, c'était une première raison qui pouvait justifier que l'on ne remette pas le couvert, si j'ose dire, dès l'instant où il y avait déjà eu un premier débat, une première réflexion, et qu'elle avait été tranchée négativement. Pourquoi y revenir? La deuxième raison, qui a été avancée par plusieurs rapports, c'est qu'il y a une difficulté d'appréciation sur la réalité de la nature du contrat entre le travailleur salarié et le travailleur indépendant. Parce que le lien de subordination est une notion assez floue, assez difficile à cerner, difficile à apprécier, et que si on crée un tiers-statut, ça veut lui dire qu'on ajoutait deux frontières floues à une seule frontière floue. Donc on pouvait complexifier les choses sans aucun avantage pour les uns ou les autres. La troisième raison était une raison d'opportunité, c'est qu'on pouvait craindre, un certain nombre d'auteurs l'ont développé, on pouvait craindre qu'avec un troisième statut, il y ait une sorte d'externalisation vers ce tiers-statut de travailleurs qui sont actuellement salariés, de telle sorte que ça pouvait s'avérer préjudiciable en ce qui concerne leur protection légale, qu'ils tiennent de leurs droits de salariés aujourd'hui, s'ils étaient reversés ou si des employeurs cherchaient à les reverser dans le tiers-statut qui viendrait à être créé. Donc c'était là les principales raisons qui nous paraissaient justifier que l'on ne recourt pas à un tiers-statut. Et pour suivre sur cette question, est-ce qu'à ce moment-là, il y a selon vous des exemples étrangers qui sont intéressants et qui ont réussi à apporter une réponse plus satisfaisante que soit les pays qu'on vient de mentionner pour le statut ou nous-mêmes avec ce statut indépendant? Pour continuer à faire du benchmarking, pour parler comme un affreux consultant. C'est difficile à dire. En ce qui concerne le Royaume-Uni, on a une décision très importante qui a été rendue il y a 2 ans, dans laquelle des travailleurs de plateformes qui travaillaient sous le statut de travailleurs indépendants, qui ont demandé à bénéficier du statut intermédiaire de workers, puisque c'est ainsi qu'est qualifié le tiers-statut au Royaume-Uni, qui leur a donc permis d'avoir un statut pas tout à fait aligné sur celui des salariés, mais qui leur accorde un certain nombre des droits dont bénéficient les salariés, qui sont les employés au Royaume-Uni. Donc on peut considérer de ce point de vue-là que ça peut, dans certains cas, donner satisfaction, à supposer, ce que j'ignore, qu'au sein du Royaume-Uni, ces travailleurs considèrent que le tiers-statut leur donne pleinement satisfaction, ce que j'ignore. Mais dans un cas précis, dans celui-ci en tout cas, on peut considérer que la solution s'est avérée satisfaisante. En Espagne, en revanche, ils ont décidé purement et simplement, pour les travailleurs des plateformes de mobilité, d'en faire des salariés. Et je sais qu'en Italie, il y a un tiers-statut. Et il y a des débats importants en ce qui concerne, je le répète toujours, les travailleurs des plateformes dites de mobilité, c'est-à-dire chauffeurs VTC et livreurs. Parce que pour ceux qui ont une qualification très pointue, il n'y a pas forcément les mêmes problèmes. Mais en ce qui concerne les travailleurs des plateformes de mobilité, c'est-à-dire ceux pour lesquels la plateforme exerce un pouvoir, on va dire, directionnel assez important, il y a une revendication très, très forte du statut de salarié. Et vous dites ne pas avoir examiné dans le détail la question du statut salarié, de transformation en statut salarié. On l'a quand même examiné, mais avec prudence. J'ai vu votre rapport, donc je vois que c'est un travail avec exhaustif. Prudence, c'est-à-dire que je crois que j'ai développé l'idée que
c'était une solution qui pouvait paraître cocher toutes les cases. Mais en réalité, c'était pas la mission, c'était pas l'objet de la mission. Donc, il m'a semblé que, pour des raisons de netteté à l'égard de mon mandant, je ne devais pas m'engager dans cette voie-là. Donc, il m'a semblé opportun de présenter les avantages et les inconvénients des différentes solutions, et celle du statut de salariat présente un certain nombre d'avantages, mais je ne suis pas allé au-delà, et j'ai conclu en indiquant que je ne la préconisais pas. Alors je parle à la première personne, c'était l'ensemble des membres de la mission, même si c'est moi qui la présidais et qui assumais la responsabilité du rapport. Il nous a semblé que peut-être, je crois que c'est l'esprit des pouvoirs publics, peut-être le statut de salariat dégonflerait très sensiblement le volume de travailleurs qui sont occupés par les plateformes, ce qui peut poser un problème objectif du point de vue de la lutte contre le chômage. Est-ce que je peux vous demander aussi votre regard sur le dialogue social tel qu'il a été structuré depuis, notamment suite à la task force que vous avez mentionnée, la création de l'ARP, les premières élections syndicales et les avancées, comme par exemple le tarif minimum qui ont été auxquels les partenaires se sont mis d'accord depuis? Alors, en ce qui concerne l'organisation qui a été mise en place, je trouve qu'elle est, du point de vue juridique, dans les 2 ordonnances successives, elle me paraît correspondre tout à fait à ce qu'était la volonté initiale des pouvoirs publics dans la loi d'orientation des mobilités, et satisfaire à ce qu'il est possible de mettre en place au mieux pour l'organisation d'un bon dialogue social, si celui-ci pouvait réellement se produire. Le problème est que il y a eu très peu de participation électorale lors du scrutin, une extrêmement faible participation électorale, ce qui pose le problème de la légitimité des représentants. Et par ailleurs, il semble que certaines plateformes, je parle au pluriel, mais je pourrais presque parler au singulier, c'est ce que j'ai lu dans la presse, parce que sur ce point-là, j'en sais pas plus que vous, je n'ai pas cherché à en savoir auprès de personnes plus qualifiées ou de membres de l'ARP. Il semblerait que lors des premières négociations, la plateforme Uber ou les représentants de la plateforme Uber exerçaient une influence très majoritaire, très prégnante sur le bon déroulement du dialogue. Pour ce qui est de la fixation de la rémunération minimale, nous l'avions suggéré dans mon rapport. On avait même proposé un chiffre, on avait proposé 8 €. Et je crois que c'est 7,62 € qui a été retenu, mais 2 ans après. Donc voilà, c'est un peu moins. Et si nous avions proposé 8 à l'époque, c'est en sollicitant les avis d'un certain nombre de dirigeants de plateformes qui n'étaient pas forcément la plateforme majoritaire, on va dire. D'abord, un grand merci. Vous éteignez votre micro. Voilà, d'abord, un grand merci pour les éléments extrêmement clairs que vous nous avez apportés. Donc, si je comprends bien, Monsieur Frouin, lorsque vous avez été chargé par le Premier ministre, vous avez d'abord eu une mission de départ. Cette mission, ensuite, s'est quelque peu élargie. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu quand même une réorientation, puisque dans cette mission, clairement, et vous le dites d'ailleurs très clairement dans votre rapport, on vous demande de ne pas retenir une certaine hypothèse, hein, et on vous demande de ne pas retenir l'hypothèse de travail des pouvoirs publics
non, de ne pas retenir l'hypothèse, pardon, de la requalification en salarié. Et d'ailleurs, vous le mettez dans le rapport, hein, la reconnaissance d'un statut de salarié à tous les travailleurs des plateformes est une deuxième option. Elle aurait pour avantage de régler immédiatement les questions de sécurité juridique en éteignant les contentieux en requalification. Elle aurait également pour effet d'étendre aux travailleurs des plateformes les droits et protections des salariés. Cette option, techniquement aisée à mettre en œuvre, amènerait enfin de la clarification. C'est vous qui écrivez cela dans vos conclusions. Ce n'est cependant pas l'hypothèse de travail des pouvoirs publics ayant initié cette mission. Et vous nous l'avez exposé très clairement. La mission qui vous est confiée est donc, de fait, d'écarter cette hypothèse de travail de la requalification, alors même qu'au moment de vos travaux, il y a cette décision historique, comme vous le dites, hein, cette décision judiciaire historique de la Cour de cassation du 4 mars 2020. Hein, cet arrêt, excusez-moi, à chaque fois, j'ai toujours peur de ne pas employer les bons termes. J'ai une formation de psychologue et absolument pas de juriste. Et donc, voilà, cette hypothèse est d'emblée mise de côté. Et vous nous expliquez que la Première ministre choisit à ce moment-là, dans la foulée, de redonner une mission à d'autres personnes pour la création de la harpe. Alors, ma question, c'est que, d'abord, Monsieur Bruno Mettling, il va avoir cette mission de task force qui est donnée le 7 janvier 2021. J'ai tout d'un coup un trou de mémoire. Est-ce que c'est auparavant qu'il travaille pour ce cabinet de conseil qui sera payé par Uber, ou est-ce que c'est dans le cadre d'éclairage d'Uber pour que Uber transmette ses avis à la mission Frein, enfin, excusez-moi de l'appeler ainsi, mais c'est comme ça que nous l'appelons. J'aimerais que vous me reprécisiez ce que vous savez du rôle de Monsieur Bruno Mettling à ce moment-là, et si l'activité passée de Monsieur Bruno Mettling, qui a eu à travailler pour un cabinet de conseil rémunéré par Uber, vous interroge. Quelle est votre position à ce sujet-là? Voilà, que ce soit à lui qu'on donne ensuite une seconde mission qui visera à créer la harpe. Je ne sais pas si ma question est assez claire. Si, mais moi, j'ai pas... La question est parfaitement claire, mais moi, j'ai pas d'opinion sur la question. Je ne savais même pas que Bruno Mettling, si c'est le cas, avait, à un moment donné, exercé une ou plusieurs activités de conseil ou exprimé un avis auprès de la plateforme Uber. Ce que je sais, c'est que la plateforme Uber avait mis en place, avant que je ne sois désigné pour l'exercice de cette mission, des groupes de travail, de réflexion, comportant un certain nombre de personnes d'horizons divers, soit spécialistes du numérique, soit universitaires, soit économistes, qui avaient commencé à réfléchir sur le sujet. Alors, par rapport à une mission qui leur a été confiée par la plateforme Uber. Et parmi les membres de la mission qui m'ont accompagné, l'une d'elles, économiste, dès le début de ma mission, m'a indiqué, voilà, j'avais été sollicité par Uber pour faire partie d'un groupe de réflexion interne, j'avais accepté. Est-ce que vous croyez que c'est possible, maintenant que je suis désigné pour faire partie de votre mission, que je continue à faire partie de cette mission? Je lui dis non, là c'est absolument impossible, et ça ne lui a posé aucun problème. Elle a indiqué à la plateforme Uber que ça ne lui était plus possible de faire partie de son groupe de réflexion. Par contre, moi, j'ai aucune espèce d'information concernant monsieur Mettling, et j'ai pas d'opinion à faire valoir sur la question que vous me posez relativement au fait qu'il a été désigné ensuite par l'actuelle Première ministre.
Oui, je pense que ça sera intéressant. Je pense quand on aura l'occasion d'auditionner la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de savoir si son activité rémunérée auprès d'Uber par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil, est-ce que ça avait été déclaré ou pas à la HATVP. Et je pense que notre commission d'enquête pourra aussi poser la question à la Première ministre sur le choix de monsieur Bruno Mettling, même si je crois qu'elle y a déjà répondu dans d'autres cadres, parce que je pense quand même que ça pose une interrogation et tout le travail de notre commission d'enquête sur le rôle des lobbies et le rapport des décideurs publics par rapport à l'activité de ces lobbies. Vous comprenez que ça nous interroge, qu'une mission qui vous est confiée, qui exprime que finalement la requalification en salarié serait la plus pertinente, eh bien, elle est mise de côté. On crée une nouvelle mission avec quelqu'un qui a eu à travailler, en tout cas être rémunéré à un moment donné au profit par le biais d'Uber. Voilà, interroge pour le moins. Ma deuxième question, c'est que du coup, quel est votre avis quant au fait que vous, en tant qu'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, vous découvrez cet arrêt. Donc il y a des décisions de justice extrêmement importantes. Donc la justice dit le droit, enfin, dit que oui, là, il y a des liens de subordination manifestes et qu'il faut requalifier en salarié. On se retrouve finalement par des décideurs publics qui orientent sur toute autre hypothèse que celle décidée par la Cour de cassation. J'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus. Première question. Deuxième question, au niveau de la harpe, à très juste titre, vous exprimez que la participation au niveau des élections est quand même assez dérisoire. Hein, je crois que c'est moins de 5%. Hein, ça doit être à peine 2% concernant les livreurs. Et je crois que c'est un petit peu plus pour les VTC. On sait qu'on n'est pas sur le même type de profil, hein, par ailleurs, de travailleuses et de travailleurs. Vous dites que d'emblée, le tiers-statut a été écarté. Moi, j'ai plutôt le sentiment que d'emblée, le tiers-statut est ce qui est mis en avant, avec peut-être une mise en mots et une verbalisation différente. Mais si la harpe travaille dans le dialogue social, sur tout sauf la requalification salariée, mais travaille à la fois sur une réflexion pour fixer un prix minimum et pour fixer des droits ou des compensations en droit en termes d'assurance ou complémentaire santé, n'est-ce pas là les prémices finalement du tiers-statut que la société Uber a voulu à chaque fois défendre dans son travail de lobbying vis-à-vis notamment de députés en donnant des amendements clés en main à différentes reprises, voyant les décisions de justice dans plein de pays à l'international augmenter en nombre pour la requalification salariée. Je me perds dans mon exposé sur ma question précise, mais vous voyez là où je veux en venir, je pense. Ben, je vois où vous voulez en venir, simplement... moi, la mission partait d'une hypothèse de travail qui est ce qui est prévu par la loi, selon laquelle ces travailleurs sont des travailleurs indépendants. C'est l'article 73-41, je crois qu'il énonce comme tel, et la volonté des pouvoirs publics de préserver ce statut de travailleur indépendant. Et même après l'élargissement de ma mission et la réflexion sur le statut qui y a été ajouté, la volonté des pouvoirs publics était toujours, dans toute la mesure du possible, de préserver ce statut de travailleur indépendant et travailleur de plateforme. Moi, à la suite de l'arrêt Uber, je me suis dit, c'est pas possible. Ce ne sera pas possible, compte tenu des termes de cet arrêt qui sont transposables à un certain nombre d'autres solutions. Il semble que le temps ayant passé, les pouvoirs publics, et c'était, semble-t-il, le cas au moment où j'ai déposé mon rapport,
se sont dit qu'après tout, bon, l'arrêt Uber commençait à être un peu éloigné, après tout, puisque de toute façon, on a la loi d'orientation des mobilités qui nous en fait l'obligation. Eh bien, on reste sur la ligne initiale, c'est-à-dire l'objet initial de la mission, et on met en place ce dialogue dont il était attendu, ce qui peut se défendre, dont il était attendu un rééquilibrage des relations contractuelles dans le cadre de la préservation d'un statut de travailleur indépendant des travailleurs de plateforme. Donc l'idée, c'était, on maintient le statut de travailleur indépendant, mais en même temps, on met en place et on organise un dialogue de telle manière que les acteurs eux-mêmes procèdent à un rééquilibrage de leurs relations contractuelles de façon à éviter le déséquilibre actuel des relations qui conduit à une possible requalification par le juge du statut de ces travailleurs. Et par ailleurs, alors je ne sais pas ce que décidera la Cour de cassation dans les mois à venir, si elle en est saisie, ou dans les années à venir, elle en sera forcément saisie à un moment ou à un autre, mais elle a rendu le 13 avril 2022 un arrêt qui se présentait de manière très proche de celle de l'affaire Uber et dans lequel elle a écarté la requalification, c'est-à-dire que l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris s'était calé, si j'ose dire, très scrupuleusement sur les termes, sur les motifs de l'arrêt Uber. C'est en tout cas ce qui apparaissait à la lecture. Et la Cour de cassation a cassé, alors certes, pour défaut de base légale, dit-on dans notre langage technique, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que la solution est adoptée définitivement, mais en tout cas, elle a cassé la décision de la Cour d'appel qui avait requalifié le contrat d'un chauffeur en contrat de travail. Donc il n'est pas impossible que l'évolution des choses et la modification par les plateformes des contrats qu'elles proposent aux travailleurs aboutissent déjà à une forme de rééquilibrage que pourrait compléter éventuellement le dialogue social, de telle sorte que, à échéance indéterminée, eh bien, la Cour de cassation ne requalifierait peut-être plus systématiquement en contrat de travail les contrats des travailleurs des plateformes. J'ai pas réponse à cette question-là, à ces questions-là, moi, d'autant plus que je ne suis plus magistrat, donc je vois les choses de l'extérieur, mais je perçois une forme d'évolution suffisante ou pas suffisante, sachant que par ailleurs, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, il y a la directive de l'Union européenne dont on parle sans savoir quel va être son contenu. Oui. Donc vous mentionnez effectivement qu'il y a des débats et qu'il est possible, entre les décisions qui sont prises par les plateformes sous pression de la justice et l'organisation du dialogue social ces dernières années, encore à ses premières étapes, le statut des chauffeurs, des travailleurs évolue, en tout cas les droits auxquels ils ont accès pour pouvoir être considérés comme véritablement des travailleurs indépendants avec un meilleur équilibre dans leur relation avec les plateformes. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser juste une petite question de détail. Donc quand vous avez cette mission, donc il y a cette décision de la Cour de cassation qui tombe, sur quelle période porte la décision de la Cour de cassation? Quelle période d'activité des chauffeurs? J'ai pas de certitude parce que je ne me le rappelle plus exactement, mais au moins 2 à 4 ans plus tôt. 2 à 4 ans plus tôt. Donc on peut, en fait, et c'est le cas souvent dans ces décisions de justice, c'est-à-dire qu'elles portent sur quelques années plus tôt, donc on peut en plus considérer que, en tout cas envisager, que les plateformes ont adapté leurs relations avec ces travailleurs dans l'intervalle. Elles ont forcément modifié leur contrat pour tenir compte de l'arrêt Uber, ça, nécessairement. Oui. Mais même avant, peut-être même l'arrivée de l'arrêt Uber, c'est-à-dire est-ce qu'au moment où l'arrêt Uber est pris par la Cour de cassation, on peut, ou la Cour de cassation n'aurait pas pris la même décision, enfin, vous voyez ma question? Oui, je vois bien la question.
au moment où l'arrêt Uber est rendu le 4 mars 2020, je ne sais pas dans quelle mesure les principales plateformes ont modifié les termes de leur contrat pour éviter à l'avenir ou pour prévenir à l'avenir une possible requalification. Je ne peux pas vous répondre de manière certaine par rapport à cette interrogation. Mais c'est vrai que vraisemblablement, et ça a dû continuer à se produire, vraisemblablement, on a modifié les termes des contrats pour essayer de tenir compte alors du premier arrêt Take It Easy, de l'arrêt ensuite Uber. Vous parliez tout à l'heure de la volonté des pouvoirs publics d'aller plutôt vers soit un renforcement du statut de l'indépendant, c'est-à-dire indépendant avec des droits renforcés dans la relation avec la plateforme, ou éventuellement envisager un tiers statut plutôt que la requalification en salariat. Vous mentionniez notamment l'inquiétude d'une augmentation du chômage en fait, qui pourrait être liée à une requalification en salariat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous paraît être la motivation des pouvoirs publics par rapport à ce débat? On sait que dans des pays comme l'Espagne, la requalification en salariat a mené à des départs de certaines plateformes étrangères comme Deliveroo qui ont quitté le marché espagnol. Est-ce que la question de la préservation de l'emploi vous paraissait être une des motivations des pouvoirs publics en appréhendant ce débat? Je crois, hein, je n'ai aucune certitude là-dessus et il est regrettable qu'il n'y ait pas d'études, à ma connaissance, extrêmement précises sur le sujet, sur la question de savoir si la qualification de salarié de ces travailleurs entraînerait une réduction importante de leur nombre. Mais c'est ce qui était très largement soutenu par les plateformes et qui avait un écho manifeste au sein des pouvoirs publics. En réalité, on faisait valoir que ce type d'activité est un gisement d'emploi particulièrement opportun pour des populations qui en sont généralement dépourvues, qui ont du mal à en trouver et pour lesquelles l'idée, je dis bien l'idée parce que la réalité n'est pas tout à fait la même, l'idée d'une certaine autonomie d'exercice peut être séduisante et donc le statut de travailleur indépendant. Donc l'ensemble de ces éléments est de nature à permettre à un plus grand nombre de travailleurs d'occuper ces postes-là, d'autant que le statut de salarié représente un coût élevé pour l'entreprise qui en est l'employeur, et par voie de conséquence, on peut imaginer aisément, mais je le répète, je ne sais pas dans quelle proportion, que le salariat pour tous ces travailleurs-là entraînerait une réduction très sensible de leur nombre pour l'exercice de cette activité. Donc, il y a une différence de volume d'emploi possible, et puis il y a la possibilité de permettre à des personnes qui n'affectionnent pas particulièrement le lien de subordination et qui préfèrent l'autonomie d'exercice, moyennant un ou deux clics, puisque c'est ça ce qu'il faut faire pour avoir un statut de micro-entrepreneur, peuvent être séduites par l'idée de l'exercice d'un emploi sous ce statut-là. Je dis bien peuvent être séduites. Hein. Ah oui, alors, mais je rebondis sur ce dernier point parce que je voulais savoir, d'ailleurs c'est une question qu'on se pose nous-mêmes dans le cadre de nos travaux, dans le cadre de votre mission, comment avez-vous pu prendre en considération en fait, l'avis des premiers intéressés, c'est-à-dire les chauffeurs, les travailleurs, les livreurs? Avez-vous parlé à des représentants? Quel type de représentants? Puisque c'est tout le sujet auquel les pouvoirs publics ont essayé de répondre à travers l'organisation de ces élections et de ce dialogue syndical. Est-ce que vous avez pu évaluer la volonté de ces travailleurs d'être eux-mêmes indépendants ou de devenir salariés? On a vu des représentants syndicaux plaider pour leur indépendance, mais une indépendance avec des droits renforcés. On a vu d'autres porte-parole ou responsables associatifs dire au contraire que, ou des juristes au demeurant, dire au contraire que le salariat était
la réponse idoine. Est-ce que vous avez pu répondre à cette équation d'avoir l'avis des principaux intéressés? Alors bien évidemment, dans ce genre de mission, il nous est demandé de recueillir le maximum d'avis des personnes directement intéressées par l'objet de la mission. Par conséquent, on n'avait pas de raison de s'y soustraire. La difficulté qu'on a eue, il faut bien le reconnaître, c'est que c'était en 2020. C'est l'année où il y a eu 2 confinements. Donc les choses étaient extrêmement compliquées à mettre en place, surtout que maintenant on maîtrise parfaitement la visio, mais à l'époque ce n'était pas forcément le cas. Les personnes n'étaient pas toujours très disponibles parce qu'il y avait d'autres contraintes, de telle sorte que les auditions n'ont pas été faciles. Si je mets cela à part, l'autre difficulté que j'ai ressentie et que je ressens toujours avec le recul, mais parce que je crois que c'est toujours vrai, c'est qu'on a entendu des chauffeurs, des collectifs de chauffeurs, des livreurs pris individuellement, des collectifs de livreurs, indépendamment de l'association des plateformes d'indépendants et d'un certain nombre de représentants des plateformes, des Deliveroo, Uber. C'est un monde dans lequel on a, en ce qui concerne les travailleurs, du mal à savoir quelle est leur véritable volonté. Ce sont des personnes, on dit quelquefois qu'elles sont un peu isolées, mais je crois qu'elles le sont effectivement. C'est-à-dire qu'en réalité, se sont constitués des collectifs, mais on a du mal à percevoir une volonté commune. Et quand on a procédé à des auditions, on avait beaucoup de mal à savoir ce qu'ils souhaitaient véritablement, hors le fait qu'ils souhaitaient tous une rémunération minimale. Mais en même temps, quand j'ai déposé le rapport et que j'ai suggéré une rémunération minimale, je me disais, ils vont s'en emparer, mais ils ne s'en sont pas emparés. Donc, on a vraiment du mal. Alors, pour répondre à la question que vous avez posée sur leur volonté à eux, ça ne sont que des conjectures, parce qu'en réalité, on n'a pas fait de sondage et il n'y avait pas de volonté qui s'exprimait clairement. Mais on va dire que les livreurs étaient plus tentés par le salariat, en majorité, et que les chauffeurs, en majorité, paraissaient plus souhaiter une autonomie d'exercice, donc un statut de travailleur indépendant, si on veut appeler les choses par leur nom. C'est ça la principale différence. Mais ce n'était pas marqué. Et même par rapport au dialogue social, il n'y avait pas une volonté ferme de s'orienter vers ce dialogue parce qu'il y avait l'idée que c'était un piège et que de toute façon, dans le cadre de la négociation, je parle à la place d'un travailleur lambda, on allait se faire bouffer, je m'exprime un peu trivialement, mais, et donc il ne fallait pas forcément s'engager dans cette voie-là. Donc en tout cas, c'était suspect, c'était... Oui, moi, je trouve ça intéressant de revenir sur le confinement, parce que sur le confinement, on a, pour les livreurs et les VTC, 2 réalités sociales très différentes. La situation de confinement fait que les travailleurs livreurs se retrouvent avec énormément de travail, les gens étant confinés chez eux. Ils se retrouvent à livrer beaucoup de particuliers, mais également des hôpitaux, des lieux où le travail est néanmoins nécessaire. Et on sait que dans cette période-là, ça nous a été redit lors des différentes auditions, on a aussi des plateformes qui ont énormément exploité des personnes en situation administrative irrégulière, qui étaient prêtes à prendre tous les risques pour l'ensemble de la population et à les livrer pour des rémunérations dérisoires. Et on avait par contre de l'autre côté des chauffeurs VTC qui du jour au lendemain n'avaient absolument plus de travail. Et comme ils étaient sous statut indépendant et non pas salariés, ils n'avaient aucune protection et aide de l'État. Et du jour au lendemain, ils n'avaient plus aucun revenu, plus aucune ressource. C'est important de se confronter à ces 2 réalités-là, parce que vous avez forcément, vous aussi, été dans la prise de conscience de ces 2 réalités-là. Vous dites tout à l'heure, la loi étant que ce sont des travailleurs indépendants, il était logique que les pouvoirs publics souhaitent préserver ce statut. Mais en fait, la loi définit un statut de travailleur indépendant, mais la justice a bien montré qu'en fait, pour les plateformes, ils ne le sont pas.
Je pense que c'est là qu'il y a vraiment un énorme gap. C'est-à-dire que les décisions des prud'hommes et la Cour de cassation, et dans le prolongement, beaucoup d'autres décisions des prud'hommes, et dans le prolongement, la décision du Parlement européen, finalement, en conclut qu'en fait, il ne s'agit même pas d'un débat. La réalité est que tous les liens de subordination montrent que nous sommes dans une situation qui doit être requalifiée en salarié. Sans cela, nous sommes vraiment sur du travail, comment on dit, du travail dissimulé. Donc je trouve là qu'il y a un décalage entre un mouvement de fond qui font que et les travailleurs des plateformes qui, au départ, sans doute, ont pu être séduits par la proposition qui leur était faite et la bataille culturelle, idéologique qui l'accompagnait. Vous allez devenir des vrais indépendants, votre propre patron, des entrepreneurs. Avec votre portable, vous avez la grosse voiture et vous êtes libre de gagner honnêtement votre vie en étant votre propre patron. Ou alors en faisant la liberté de votre vélo, votre outil de travail principal. Et puis se rendre compte de la réalité, et plus encore dans le confinement. Donc je pense qu'on a quand même un gros décalage entre la prise de conscience de ces travailleurs-là, qu'en fait ils sont des faux indépendants, et qu'ils ont tous les inconvénients sans les avantages d'un vrai indépendant, puisqu'ils ne fixent pas les tarifs, ils ne fixent pas les tarifs, ils n'ont pas leur propre autonomie de clientèle. Et on a les décisions de justice, on a la décision du Parlement européen, mais par contre, les décideurs publics, eux, finalement, orientent sur toute autre chose. Et orientent sur une autorité censée, finalement, permettre le dialogue social, mais qui va d'emblée évacuer la problématique, enfin, la question de la requalification salariée, sans pour autant demander aux travailleurs, et vous l'avez confirmé, hein, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de rencontre parce qu'on était dans le confinement, donc c'était pas possible. Donc en fait, au doigt mouillé, on s'est dit les livreurs, ils sont plus pour le salariat, les VTC sont plus pour indépendants, mais de toute façon, on va leur faire une autorité qui parlera de toute autre chose, sauf de ça. Ou alors, dites-moi si vous pensez que l'autorité, la HARP, est-ce qu'elle peut aborder la question du salariat? Et du coup, une autre question, quand on a auditionné M. Brahim Ben Ali, du syndicat VTC-INV, M. Brahim Ben Ali, pardon, a dit que la HARP a voulu introduire le débat sur le tarif minimum des courses VTC, mais la majorité des chauffeurs, selon lui, ne voulaient pas, et donc il pense que c'était une pression d'Uber. Est-ce que vous pensez que Uber souhaitait cela? Et à votre avis, quelle peut être l'évolution de la HARP si cette directive européenne est confortée par le trilogue et que l'État français se doit, à ce moment-là, de le traduire dans son droit national? Quel va être, du coup, le vécu de la HARP? Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais moi, je ne peux pas m'engager dans le débat que vous avez évoqué il y a un instant. Moi, les pouvoirs publics ont estimé opportun de me confier une mission à un moment donné avec un esprit et un objet déterminé. Je pouvais ne pas l'accepter, mais je l'ai accepté. À partir de là, je me devais de rester dans l'esprit de cette mission et d'essayer de traduire jusqu'à ce que se pose la question du statut qui a fait l'objet de l'élargissement de la mission. Je me devais de rester dans la ligne qui était celle de la mission qui m'avait été confiée, ou éventuellement de renoncer, mais je ne l'ai pas estimé opportun, de conduire cette mission jusqu'à son terme. Pour le reste, par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, je ne suis pas sûr que c'était au doigt mouillé. C'était au doigt mouillé dans le sens où je n'ai pas vu de statistiques sur la volonté des livreurs ou des chauffeurs, mais c'est parce que, et ça m'a beaucoup surpris, et ça me surprend encore aujourd'hui, c'est une volonté qui est très incertaine. On ne sait pas du tout véritablement ce qu'ils souhaitent. Je ne suis pas sûr que si on leur disait, eh bien, ce sera le salariat pour tout le monde demain, je ne suis pas sûr qu'ils sauteraient au plafond, les travailleurs de plateforme, en disant bah, c'est bien, on va avoir un statut de salarié, c'est parfait. Je ne suis pas sûr du tout que ce serait leur position. Ce qui est vrai, c'est que il y a les tendances qui nous sont apparues lorsqu'on a procédé
aux auditions des collectifs, et notamment de celui qui est dirigé par Brahim Ben Ali. Mais voilà, on n'en savait pas plus, mais ça semblait dégager une tendance. Enfin, pour ce qui est de la directive de l'Union européenne, alors c'est vrai qu'on est parti sur un projet de directive qui entendait poser une présomption de salariat à partir de 2 critères sur 5 qu'elle avait dégagés. Simplement, ça fait 3 ans qu'on est en réflexion sur le sujet au sein de l'Union européenne et moi, j'en arrive à me demander si c'est véritablement ce qui va sortir des travaux de la Commission européenne. Peut-être, mais alors à ce moment-là, ça posera la question du maintien du statut de travailleur indépendant des travailleurs des plateformes de mobilité, incontestablement. Je l'ai du reste écrit dans un commentaire d'article, mais bon, c'est une question pour l'instant. Peut-être que ce ne sera pas ce que dira la directive. Oui, dans sa... Excusez-moi le bouton. Dans sa version adoptée par le Parlement européen, il n'y a plus de critères. Hein. C'est la présomption de salariat. Et c'est aux plateformes de faire la démonstration si on est dans un cas de travailleurs indépendant. Comme vous êtes, comment dire, moi j'aimerais aussi avoir votre regard de magistrat en fait sur l'ensemble de ce dossier et surtout sur le fait que on a quand même une décision de la Cour de cassation extrêmement importante. On a beaucoup de démarches qui ont été engagées au prud'homme. Moi j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a tant que ça qui sont renvoyés en départage. J'ai du mal à comprendre cela. Et nous avons auditionné l'avocat Monsieur Juisti aujourd'hui et qui... alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris ce qu'il nous a exposé, ce qu'il m'a explicité, mais il me disait qu'il était aussi... il ne comprenait pas pourquoi ça partait souvent au départage et pourquoi... il n'y avait pas toujours le temps nécessaire qui était donné à la plaidoirie pendant ces audiences, et pourquoi parfois on lui avait dit ah ben on s'est concerté entre juges départiteurs et sur le sujet, et on est tous d'accord, et que ça c'est une pratique normalement, on ne se met pas d'accord entre juges départiteurs, enfin je veux dire le juge sur le fond doit prendre sa décision, mais pas de cette manière-là. Et il lui aurait été répliqué que, de toute façon, ils ont reçu une formation sur le sujet. Est-ce que vous, en tant que magistrat, vous avez un avis sur ce fonctionnement-là? Est-ce qu'on peut présager qu'il y a une orientation juridique ou une décision générale dans ces dossiers qui peut avoir lieu concernant justement ces suites de prud'hommes qui partent en départage? C'est sans doute encore un peu confus pour moi, mais parce que je ne maîtrise pas ces cadres-là. Et Monsieur Froin, comme on arrive déjà au terme du temps qui nous était alloué, donc répondez évidemment à Madame la rapporteure et puis profitez-en pour faire un mot de conclusion avant qu'on puisse clore la séance. Oui. Moi, je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut être décidé par rapport à ce que vous venez d'énoncer. Si ça va souvent en départition, j'imagine tout simplement que c'est parce que dans les juridictions concernées, les conseillers prud'hommes savent qu'ils vont être en opposition sur la question de la requalification et préfèrent d'emblée dire que dans toutes ces affaires de requalification du contrat de travailleur de plateforme, eh bien, on décide d'emblée d'aller en départition et c'est le juge départiteur qui assumera la décision. Pour le surplus, moi, au niveau de la Cour de cassation, je ne peux rien dire de plus. Il y a eu l'arrêt Hubert, il y a eu 2 ans plus tard, le 13 avril 2022, une décision qui paraissait se démarquer de l'arrêt Hubert, mais pour la Cour de cassation, elle ne s'en démarquait pas. Elle était au contraire fidèle à l'arrêt Hubert, donc il faudra attendre de voir d'autres décisions pour savoir s'il y a une ligne générale. Moi, j'avais pensé que la Cour de cassation, dans les affaires de requalification de ces contrats concernant les travailleurs de plateforme,
elle s'efforcerait, même si les contrats d'une situation à une autre n'étaient pas rigoureusement identiques, d'adopter des solutions analogues pour des raisons de lisibilité de la décision de justice et peut-être de sécurité juridique. En fait, il semble bien qu'elle ait décidé de faire comme elle fait toujours en matière de demande en requalification, c'est-à-dire que chaque dossier est unique et elle se demande, au vu des éléments du dossier, s'il y a lieu ou non à requalification, sans s'occuper de ce qu'elle a décidé 2 ans plus tôt, alors que les termes du contrat n'étaient pas rigoureusement les mêmes et que par conséquent, la même solution ne s'impose pas cette fois-ci que la fois précédente. Donc c'est le choix qu'elle semble avoir fait. Donc on va attendre de voir si elle statue à nouveau et c'est en considération de cela qu'on pourra se déterminer. Merci. Alors, on est un peu tenu par le temps, mais Madame Dufour n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer, donc je vous en prie. Non, je serai très rapide. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Non, voilà, 2 questions très brèves pour continuer sur la question des rémunérations, conditions de travail et la question de l'emploi des effectifs finaux. Donc, depuis votre rapport, pensez-vous finalement que la situation ait évolué en bien, notamment en ce qui concerne effectivement le secteur de la livraison, avec des articles de chercheurs qui sont sortis ces derniers mois expliquant que notamment en Île-de-France, 1/4 des livreurs qui exercent aujourd'hui sont en fait des travailleurs sans papier qui louent les comptes de livreurs français qui refusent maintenant de continuer à travailler pour 4 € ou moins de l'heure et avec accident du travail pris à leur charge, etc. Donc, est-ce que vous voyez depuis votre rapport, comment vous voyez la situation avec un focus notamment sur l'aspect livraison, qui est peut-être le plus rude en termes de conditions de travail. Et je vous donnerai un autre exemple sur Rouen, sur ma circonscription. On a aussi des livreurs e-commerce qui sont en fait des sans-papiers qui travaillent pour 600 € par mois et qui travaillent pour Amazon suite à une cascade de sous-traitance. Est-ce qu'on a des études et des chiffres en fait un peu plus globaux donnés par l'INSEE peut-être éventuellement sur les rémunérations effectives touchées dans le secteur, où on en est aujourd'hui? Et sur la question des effectifs, ce qui s'est passé en Espagne est effectivement intéressant. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a eu des études en Espagne, si on peut avoir des données déjà sur l'impact sur l'emploi global suite à la décision espagnole, et est-ce que les pouvoirs publics français cherchent à en avoir ou pas pour éclairer eux-mêmes leur politique en France? Je vous remercie. Je risque de vous décevoir parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments d'information sur la plupart des questions que vous posez, sauf sur la première observation que vous avez faite. Déjà, lors de notre mission, l'un des membres de la mission, Madame Dablan, qui est une spécialiste du numérique et du travail au sein des plateformes, notamment en ce qui concerne les livreurs en Île-de-France, et elle a procédé à plusieurs études, dont il résultait qu'un taux important de livreurs étaient des livreurs qui étaient en réalité des sous-traitants de ceux qui avaient la carte d'immatriculation. Et ça, il y en a énormément et qui peuvent être effectivement des personnes qui sont dépourvues de papier et qui sont arrivées en France dont le statut n'a pas encore été régularisé, qui ont besoin de travailler et qui trouvent ce moyen-là dont profitent d'autres personnes, évidemment, qui leur sous-traitent leur numéro d'appel pour une livraison de repas. C'est surtout en matière de livraison de repas que ça se passe beaucoup plus que pour les chauffeurs VTC. Mais ça, je crois que c'est une réalité, et c'est une réalité importante sur le plan du chiffre. Je crois que c'est un pourcentage très, très important des livreurs de repas qui ne sont pas le vrai titulaire du contrat avec la plateforme, en réalité, qui sont de facto des sortes de sous-traitants de celui qui devrait être le travailleur et qui en profite. Par rapport aux autres questions que vous m'avez posées, j'ai pas de réponse, notamment, et c'est très intéressant comme question, mais j'ai pas cherché à savoir, parce que j'ai décroché un petit peu de l'objet de cette mission depuis 3 ans. Je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne, dans la réalité des choses, sur le point de savoir si, notamment, le nombre des travailleurs, alors c'est
évidemment une question passionnante, si le nombre de travailleurs s'est réduit très sensiblement depuis que ce sont des travailleurs salariés. Je sais que la plateforme Deliveroo, aussitôt, a quitté le territoire espagnol. Donc je ne sais pas si c'est ce qui se produirait en France pour l'une ou l'autre des plateformes. Mais donc ça veut dire que les plateformes sont elles-mêmes très attachées au statut de travailleurs indépendants, pour un certain nombre de raisons que l'on peut comprendre. Mais je peux pas, je suis désolé, je ne peux pas répondre. Je dirais des approximations qui sortiraient de ma tête et qui n'auraient aucune valeur scientifique ou même parascientifique. Peut-être poursuivre. Je lui demande et je lui demanderai par écrit. Oui, bon, très bien, allez-y. Extrêmement frustré par ce temps qui nous est contraint, qui nous est limité, mais peut-être est-ce que nous pourrons vous transmettre des questions par écrit, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder notamment quelle a été votre réaction en tant que magistrat, en tant que juriste et en tant que missionné sur ce rapport. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert les Uber Files? Et je pense que c'est important quand même d'avoir aussi votre appréciation de tout cela. Donc je crois que Monsieur le Président est pressé. Quand on consacre trop de temps à ces entretiens, on dit que c'est un colloque, et puis après, quand on n'a pas assez de temps, on se plaint. Bon, il faut... effectivement, en consacrant, on est passé 15 minutes de plus que prévu. Mais rebondir très rapidement sur quand même les derniers points de notre collègue Madame Dufour. On auditionnera la semaine prochaine notamment les plateformes de livraison. Et je crois qu'il sera opportun de leur poser les questions que vous venez de poser, en particulier la première, la conscience qu'ils ont ou non de l'utilisation du recours massif à des travailleurs sans papier, et effectivement aussi la sous-location de ces statuts, de ces titres d'auto-entrepreneur par des travailleurs, et inscrire cette réflexion aussi, bien sûr dans le cadre de notre commission d'enquête, mais aussi dans le PJL Asile-Immigration qui arrivera dans quelques mois dans notre Assemblée, pour voir s'il n'est pas possible de renforcer la réponse pénale, notamment, sur ces sujets qui posent, je pense, des vraies questions sociales et même, je dirais, humanitaires. Vous venez de le dire aussi. Monsieur Froin, je vous remercie énormément du temps que vous nous avez consacré, de vos travaux. Et naturellement, comme vient de le lire la rapporteure, sentez-vous libre de nous envoyer des documents, des témoignages complémentaires, et nous pourrons vous faire parvenir aussi des questions complémentaires sur tous ces sujets. Notre commission d'enquête continue à travailler pour les prochains mois. Donc vous entendrez peut-être parler de nous à nouveau, mais en tout cas, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Je vous remercie de votre attention.